Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avec nous pendant 1 heure pour discuter tout simplement de la prise de parole du président de la République Emmanuel Macron hier sur les banlieues suite à la présentation du rapport tant attendu de Jean-Louis Borloo que nous avons reçu ici même il y a 1 mois. À mes côtés pour vous interroger, 2 journalistes du Bondi Blog, Sarah Smaïl. Bonjour. Et Rougiat Assal. Bonsoir. Et avant toute chose, on voulait d'abord tout simplement vous montrer comment le Bondi Blog avait ouvert ses colonnes ce matin, suite à la présentation de ces mesures du président de la République et à ce non-plan, finalement, ce non-plan banlieue. On voulait tout simplement vous montrer tout simplement le papier que nous avions publié ce matin. Il est titré « Emmanuel Macron et les banlieues, l'absence programmée ». Et sur la question s'il y a une stratégie, une politique publique vis-à-vis des banlieues, eh bien, vous l'avez vu, l'article est assez simple et il va droit au but. Selon nous, aucune politique publique vis-à-vis des banlieues. C'est en tout cas ce que nous avons considéré en écoutant très attentivement le président de la République hier. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce parti pris du Bondi Blog ? Bon, déjà, ça donne le là. C'est un avantage, c'est que votre article que j'ai vu, que j'ai regardé avec attention, est assez court à lire, assez rapide à lire. Il y a 13 ans d'archives au Bondi Blog, donc il y a de quoi faire. Il y a beaucoup d'autres articles en profondeur et qui sont très intéressants. Non, je suis surtout ravi que vous ayez pu m'inviter et qu'on puisse en débattre, parce que, évidemment, je ne suis pas du tout d'accord avec votre article. Pour ma part, vous savez, ça fait maintenant presque 1 an que je travaille ardemment sur ce sujet des quartiers, ardemment. Jean-Louis Borloo, que vous avez reçu la semaine dernière. Il y a 1 mois. Alors, il y a 1 mois, pardon. Il était dans mes locaux. Il avait le bureau juste au-dessus du mien. J'ai énormément travaillé avec lui, énormément. Et puis, j'étais hier avec le président de la République, avec à peu près 600 acteurs qui étaient autant de personnes avec qui on avait échangé, on avait travaillé pendant cette année. Et moi, je pense qu'au contraire, il y a une vraie volonté affichée du président de la République. Et je pense que c'est essentiel. Parce que vous savez, souvent les quartiers, quand vous refaites un tout petit peu d'histoire, on a vu des présidents de la République s'en saisir, et c'était au lendemain d'un événement tragique, presque des émeutes, comme certains présidents les mentionnaient, qui se déroulaient dans nos quartiers. Et à ce moment-là, vous aviez branle-bas de combat, un président, un gouvernement qui se mettait à la tâche et qui sortait un énième plan banlieue. Le président de la République, il n'a pas du tout fait ça. Le président de la République, dès sa prise de fonction, mais même avant, quand il était candidat, il a dit que le sujet des quartiers, ce n'était pas uniquement le sujet des quartiers, c'était le sujet de toute la République, et qu'il allait trouver des actions et des mesures concrètes pour améliorer le cadre de vie et l'espérance dans ces quartiers. C'est la fameuse nouvelle méthode, c'est ça ? Ça fait partie. C'est comme ça, en tout cas, qu'il l'a formulé hier. Il y a la question de la méthode, et on y reviendra, c'est essentiel. On y reviendra, oui. Mais je pense qu'il y a d'abord une question de volonté, la volonté politique. Moi, je le connais depuis longtemps, le président de la République. J'ai travaillé avec lui lorsqu'il était ministre. Il était ministre de l'économie. Vous savez, quand il était ministre de l'économie, on avait déjà beaucoup travaillé sur la question de la discrimination à l'embauche, sur la question qui, pour moi, est fondamentale, qui est comment on recrée un réseau entre les jeunes qui vivent dans les quartiers et les entreprises, avec des initiatives formidables, par exemple Mosaïque RH, Saïd Amouche, avec lequel on travaille énormément. Il faut refaire ce réseau. Mais on y reviendra. Et on reviendra surtout sur est-ce que la volonté suffit s'il n'y a pas les budgets pour faire une réelle politique publique à destination des quartiers populaires. Justement, à ce sujet, Renaud Epstein, que vous connaissez sûrement, qui est un sociologue qui travaille sur la question des quartiers populaires depuis maintenant plusieurs années, il a une petite analyse à nous faire. Écoutez. Emmanuel Macron l'avait dit, il n'allait pas annoncer un nouveau plan pour les quartiers, un plan Marshall, un plan Borloo, peu importe, mais un discours de la méthode. Alors, il a tenu parole au sens où il n'a pas annoncé de nouveaux plans avec des moyens. En revanche, on peut être plus circonspect pour ce qui est de la méthode, puisque finalement les éléments centraux de son discours, insistant sur la mobilisation des politiques ordinaires de droit commun plutôt que des programmes spécifiques pour les quartiers, insistant sur la mobilisation collective de tous les acteurs et des habitants, insistant sur la mobilisation des entreprises, insistant sur la simplification administrative. En fait, tous ces éléments-là sont, pour des personnes comme moi, suivent la politique de la ville depuis plusieurs décennies, sont des éléments qu'on entend depuis au moins le début des années 90, le discours de Bron de François Mitterrand, et qui a été répété par quasiment tous les ministres de la ville. Donc aujourd'hui, on ne voit pas trop comment cette nouvelle méthode proclamée va se concrétiser.
Alors justement, sur la méthode, il y a un certain nombre d'acteurs de terrain qui étaient présents hier au discours du président de la République qui ont déploré une certaine forme d'enfumage. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre? On peut peut-être même reprendre l'expression du président qui parlait de poudre de perlimpinpin pendant l'entre-deux tours. Alors, il ne l'a pas dit hier. Non, pendant l'entre-deux tours. Non, moi, je ne suis pas du tout d'accord. Pas du tout d'accord. Mais je vais vous dire, avec beaucoup de conviction, parce que c'est ce à quoi je bosse. Vous savez, il y a eu beaucoup de débats, il y a eu beaucoup de critiques. Et on y reviendra, certains élus locaux, des appels comme l'appel de Grigny, certaines personnes nous disant qu'on n'agissait pas assez fortement, on n'agissait pas dans la bonne direction. Mais il y a un truc qu'on ne peut pas nous enlever. Et vous pouvez demander à n'importe quel acteur. Depuis 1 an, on a remis énormément de personnes autour de la table pour discuter et pour savoir comment, ensemble, on peut prendre des mesures fortes en faveur des quartiers. Et ça a été un des éléments les plus fondamentaux de toute la dynamique qu'on a faite avec Jean-Louis Borloo, mais également de toute la dynamique qu'en tant que ministre, on a pu également mettre en place. On avait 10 groupes de travail. Pour vous donner juste un chiffre, depuis 1 an, il y a 15 000 personnes partout sur le territoire qui ont participé à nos groupes de travail. 15 000. Et aujourd'hui, cette méthode, moi, j'entends ce qui est dit, mais cette méthode, pourquoi j'y crois? Je vais vous donner des exemples hyper précis. Vous savez, il y a un enjeu fondamental qui est la rénovation urbaine. Comment on fait pour améliorer le cadre de vie dans les quartiers? Qui est aujourd'hui bloqué, complètement bloqué et enquisté. C'est ça mon point. Et d'ailleurs, le président de la République a reconnu en être en partie responsable pour l'année qui vient de s'écouler. Il l'a dit hier. Il l'a dit hier avec des questions budgétaires et j'y reviendrai. J'étais à Trappes il y a quelques jours. J'étais avec le maire de Trappes pour aller justement voir quels étaient les projets qui étaient bloqués dans la rénovation urbaine. Vous savez, le point qui est assez incroyable, c'est que la rénovation urbaine, aujourd'hui, on a plein d'argent. Mais quand je dis plein d'argent, ce qu'on appelle le deuxième programme, c'est-à-dire le renouveau de la rénovation urbaine, c'est 10 milliards d'euros qu'on a. Et pour autant, les grues, aujourd'hui, elles sont beaucoup trop absentes des quartiers. 10 milliards d'euros, pardonnez-moi, juste pour qu'on comprenne bien, c'était 5 milliards jusqu'à présent. Le président de la République a décidé de doubler le financement de la rénovation urbaine. Pour l'instant, que tout ça soit clair, on n'a pas vu les grues commencer à faire les travaux. Tout ça est de l'ordre de l'intention et de la volonté politique. Mais qu'on soit clair, pour l'instant, les travaux n'ont pas commencé. Donc les 10 milliards d'euros, pour l'instant, les habitants ne les ont pas encore vus. C'est exactement cela mon point. Sauf que dans les 10 milliards d'euros, l'engagement du président de la République, c'est quoi? C'est de passer de 5 milliards à 10 milliards. On rajoute 5. Bon. Et les 5 premiers, ils sont déjà là. Et ils sont déjà là depuis un paquet de temps. Et pour autant, les grues, elles ne sont pas dans les quartiers. Alors qu'est-ce qu'on fait? Vous savez, moi, je suis ingénieur en agriculture, ingénieur agronome. En bon ingénieur que je suis, il n'y a qu'un truc qui compte, c'est de savoir à la fin comment vous gérez les choses en mode projet. C'est-à-dire que vous vous dites, dans 6 mois, dans 1 an, quartier par quartier, comment on s'assure que les grues, elles reviennent. Et c'est ça une méthode différente. C'est-à-dire que ce n'est pas juste de se dire, parce que moi, je suis aujourd'hui membre du gouvernement, tiens, je vais faire voter par le Parlement plus d'argent, et à ce moment-là, tout ira bien. C'est de se dire comment je m'assure. Alors, en l'occurrence, vous faites plutôt le contraire. Non, mais vous baissez les emplois aidés. Ils ont été divisés par 2. C'est un autre sujet. Mais... Ah non, on est au cœur du sujet. C'est un des griefs très forts des associations et des élus locaux dans les quartiers prioritaires. Ce que je veux vous dire, c'est que même dans la rénovation urbaine, où pour autant les financements sont là, où pour autant de nouveaux financements additionnels ont été votés par notre majorité, La République En Marche, lors du dernier budget. Pour autant, les grues, elles ne sont pas là. Pour autant. Et donc, ce qu'on dit dans ce changement de méthode, c'est qu'il faut faire en sorte qu'à la fin, ça marche. Et donc, il n'y a pas 36 chemins pour y arriver. C'est vous prenez projet par projet, quartier par quartier, vous mettez en face un chef de projet, quelqu'un qui pilote, avec un rétro-planning, en vous disant, dans 6 mois, la première pierre, elle doit être posée là, dans 1 an, la deuxième pierre, elle doit être posée là, et à la fin, vous êtes jugé sur est-ce que oui ou non, ça marche. Mais pardon, monsieur de Normandie, mais vous faites comme si c'était tout nouveau, tout ça. Enfin, des gens qui sont là pour chapeauter des projets et pour faire en sorte que les calendriers soient tenus, c'est la base, en fait. Il n'y a absolument rien de nouveau et de révolutionnaire dans ce que vous êtes en train de nous proposer. Je ne suis pas d'accord avec vous. Ces gens-là, c'est qui? Ces gens-là, ce sont les agents de l'État. L'ANRU, c'est un établissement, entre guillemets, public. Oui. Et je salue leur engagement. Sauf qu'en fait, on a enquisté la chose. Aujourd'hui, avant de lancer un projet, vous avez une liasse comme ça de documents à remettre pour faire d'abord une étude, puis une liasse comme ça de documents pour se dire passer de l'étude à un projet. Voilà tout ce qu'il faudra faire. Un autre exemple qui est tout aussi... on va passer à autre chose parce que sinon on aura... Alors, juste très rapidement, oui. Vous savez, moi, il y a un point qui
hyper important, c'est la lutte contre les discriminations à l'embauche. On y reviendra. D'accord. On y reviendra un peu plus tard, si vous le emplois, voulez bien. Les emplois francs, vous savez, les emplois francs qui visent on donne une aide aux entreprises et à ce moment-là, elles peuvent embaucher un jeune des quartiers. Les emplois francs, vous allez me dire, parce que nous, on les a renforcés à fond, vous allez me dire, mais c'est pas nouveau, ce système. C'est le tout début, hein. Ouais, mais enfin, en 18 jours, Ouais. on avait fait l'équivalent de ce que le précédent gouvernement avait fait en 18 mois. Mais on y reviendra Parce sur la que question de là l'emploi. aussi, on a- Ça on sera a pas vraiment mis une de thématique à part, barrière et monsieur on le a fait en ministre, on y sorte que ça reviendra. marche. Mais pour le calendrier, je pense que c'est important. Et Sarah Smaïl a une question à vous poser. Oui, toujours une question sur la méthode. C'est quand même assez étonnant d'avoir fait un discours à Tourcoing et d'avoir suscité un très grand intérêt, d'avoir ensuite commandé un rapport auprès d'un ministre, un ancien ministre quand même emblématique, et d'avoir occasionné autant d'attentes pour finalement balayer le rapport d'un revers de la main. C'est assez étonnant comme méthode, vous ne pensez pas? Mais en fait, Et de renvoyer les annonces à juillet. Oui, mais enfin, si vous prenez juste votre question et si la réalité était conforme à votre question, alors oui, ça me choquerait. Mais ce que moi, vraiment, je veux vous dire, mais avec la plus forte des convictions, c'est pas du tout ce qui s'est passé. On n'a pas arrêté de parler de plan Borloo, de rapport Borloo, de mesures Borloo. Mais encore une fois, ce qu'a fait Jean-Louis Borloo, il a travaillé de concert avec tous les acteurs. Mais moi, le premier, vous prenez là aussi un exemple hyper concret. Il y a 19 programmes. Oui. Vous en avez fait le détail. 166 pages exactement. au total. Il y a 19 programmes. Il y a un programme, par exemple, qui est la lutte contre les marchands de sommeil. Il s'avère que moi, en ce moment, je suis en train de passer une loi qui s'appelle la loi de logement, où on aborde beaucoup de sujets, dont la lutte contre les marchands de sommeil. Prenez le programme de Jean-Louis Borloo, je ne pourrais plus vous dire quel est le numéro, trouvez-le dans le rapport, prenez le programme de Jean-Louis Borloo sur la lutte contre les marchands de sommeil, et ce que moi j'ai mis dans la loi pour lutter contre ces trafiquants de misère, sur lesquels il faut, mais là aussi, être d'une volonté et d'un volontarisme total, et regardez, faites la comparaison, c'est les mêmes. Mais c'est les mêmes. Et qu'est-ce que vous voulez dire par là, en fait ? Parce que ça fait des mois qu'on travaille. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je sais pas pourquoi... Dans ces cas-là, pourquoi ne pas avoir tout simplement repris l'ensemble du rapport ? Mais Puisqu'il y a quand même d'autres mesures qui sont extrêmement intéressantes et on les a détaillées d'ailleurs ici dans le live. Moi, j'y étais hier pendant 1h30. D'ailleurs, je me réfère à ce que dit Jean-Louis Borloo lui-même en sortant, en disant tous les programmes ont été abordés, je suis satisfait. Mais j'y étais, j'ai écouté attentivement le président de la République. Enfin, le président de la République, il détaille exactement ce qu'on veut faire sur la sécurité. Il détaille exactement ce qu'on veut faire sur l'équité territoriale, qui est une idée de Jean-Louis Borloo. Il détaille exactement ce qu'on fait pour aider et les mamans et les jeunes des quartiers. Il détaille exactement ce qu'on fait sur l'éducation. Il détaille en fait une feuille de route en disant aussi il y a certains sujets sur lesquels on n'est pas prêt. Et donc, effectivement, il donne un agenda en renvoyant à juillet. Mais permettez-moi, vraiment, c'est là où je ne suis pas d'accord avec votre page. Monsieur le ministre, pourquoi avoir suscité autant d'attentes pour faire un événement avec 600 personnes à l'Élysée dans la salle des fêtes avec tout autant de ministres, etc., pour ensuite nous dire bon, bah rendez-vous en juillet. Mais attendez, quel intérêt ? Mais il ne dit pas rendez-vous en juillet. Ah ben si. Non, il dit... Ah si, la plupart du temps, c'était renvoyé en juillet. Si, j'y étais. J'ai bien entendu ce qui a été dit. On y était ensemble. Il y a des sujets sur lesquels il prend position tout de suite. Je veux dire, regardez les crèches, les stages de 3e, la sécurité, il prend des décisions tout de suite. Après, il y a d'autres sujets comme... comment fait-on, par exemple, sur ce sujet d'équité ? Le permis de conduire, c'est renvoyé à juillet. Territoriale. Mais les crèches, il dit 15 000 pour l'État, 15 000 pour les entreprises, mais encore faut-il que l'ensemble des acteurs prennent le dossier à bras-le-corps. Les crèches, il dit... Les stages, pardon, les stages. Les crèches, il dit, c'est 1 000 € par berceau. Les stages, oui, ça encore faut-il que le plan de crèche de 2018 à 2022 soit signé, il ne l'est pas encore. Oui, parce que c'est dans les arbitrages mais rendus par ce gouvernement. Mais dans l'attente. Enfin, dans l'attente. Là, on est... je ne comprends pas quelle est la critique. Si la critique, c'est de dire... Vous avez créé une dynamique et vous la balayez d'un revers de la main avec aucune stratégie, confère la page Internet d'un superbe média de ce matin à laquelle vous appartenez, où il y a marqué... Le Bondi Blog. Le Bondi Blog, où il y a marqué aucune. Bon, depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on parle de mesures très concrètes. Moi, je vous parle de stratégie et de politique publique, avec une vision vis-à-vis des quartiers. Je ne parle pas de mesures sur les stages et sur les crèches. Pardon, c'est des mesures extrêmement importantes et on y reviendra, mais ça ne fait pas une stratégie globale. Comment vous pouvez dire ça, sachant que le président de la République, je ne crois pas qu'il y ait eu un président qui ait eu un discours aussi clair en disant il n'y a qu'un enjeu, un seul enjeu. Et cet enjeu, d'ailleurs, il nous dépasse tous, parce que c'est ce qui nous unit tous autant que nous sommes. C'est la République.
Il y a un seul enjeu, c'est de remettre la République partout. La République, elle est exigeante, mais chacun a le droit d'attendre de la République les mêmes choses, où que vous soyez. C'est intéressant ce que vous dites, parce que par exemple, c'est ça la promesse du président de la République. Le sous-titre du rapport de Jean-Louis Borloo disait vivre ensemble, vivre en grand la République pour une réconciliation nationale. Et c'est devenu hier, pour ce fameux événement à l'Élysée, c'est devenu la France. Une chance pour chacun. Est-ce que le titre et le sous-titre du rapport ne vous plaisaient pas autour de la République? Parce que nous, on a été assez un peu surpris, interpellés par ce slogan « La France, une chance pour chacun ». Qu'est-ce que ça veut dire? C'est hyper simple. Ça veut dire une seule chose, c'est qu'aujourd'hui, le plus grand scandale dans notre République, c'est que vous n'ayez pas les mêmes chances en fonction du territoire où vous habitez. Vous n'avez pas les mêmes chances. C'est juste ça. Mais juste ça, c'est juste énorme. Pourquoi? Parce que vous avez tout pareil, les mêmes CV, les mêmes études, vous avez fait les mêmes efforts, vous avez tout pareil, tout. Sauf que... Pas vraiment tout, les conditions de scolarité dans les quartiers populaires ne sont pas forcément les mêmes. À la fin, ce que je veux dire, à la fin, vous êtes deux personnes, même âge, tout pareil, les mêmes diplômes. Bon, vous allez voir un employeur, d'un côté, parce qu'en haut à gauche, il y a votre adresse, qui est l'adresse d'un quartier, vous avez là, dans ce cas-là, 2,5 fois moins de chances d'avoir votre entretien d'embauche. Ça, c'est un scandale. Et donc, ce que dit le président de la République, et il ne se cache pas derrière son petit doigt, il nomme tous les problèmes. Mais quel scandale incroyable aussi. Le jour de la journée de la femme, j'ai déjeuné avec... Des droits des femmes. Des droits des femmes. J'ai déjeuné avec 12 femmes de Grigny. Elles m'expliquaient, dans le quartier où elles habitaient à Grigny... À Grigny, donc dans l'Essonne? Dans l'Essonne, aucun pédiatre. Enfin... juste un pédiatre de la PMI qui venait 2 journées par semaine. Oui. Moi, je suis père de 4 enfants. Vivre dans un endroit où le matin, parce que vous avez un de vos enfants qui est malade, vous vous dites, de toutes les manières, s'il est malade, je ne peux pas l'emmener chez un pédiatre, mais quelles conséquences ça a sur toute votre vie, y compris sur votre vie de travail. Et on y viendra sur la discrimination territoriale. Une chance pour tous d'avoir les mêmes droits, en fait. Justement, ce que vous disiez sur un discours qui se veut non stigmatisant et rassembleur, écoutez ce qu'a à vous dire Renaud Epstein à ce sujet. S'il y a quelque chose de nouveau, c'est pas sur les moyens, ça il y en a pas, c'est pas sur la méthode véritablement, c'est peut-être sur le registre de discours. Emmanuel Macron, comme il l'avait fait déjà à Tourcoing il y a quelques mois, a un discours de valorisation, un discours très positif sur les quartiers, insistant sur les réussites, sur les talents, sur les compétences, qui s'inscrit là vraiment en rupture avec le discours qui a dominé ces 10 dernières années, depuis le discours de Sarkozy à Grenoble, qui était un discours de stigmatisation des quartiers et qui a atteint son pic avec Manuel Valls. Ça dit exactement ce que vous disiez à l'instant, cette rupture, en tout cas dans le discours. En fait, moi je pense, et d'ailleurs on en est tous, entre guillemets, dépositaires, moi je pense qu'il y a un vrai sujet générationnel. Je pense que notre génération, ce qu'on appelle, vous savez, souvent la 4e génération, notre génération, elle doit avoir en tête le fait que la cohésion nationale, c'est de se dire que les talents, ils sont partout. Le fait que cette cohésion nationale, elle ne pourra pas exister si vous avez à peu près 15% de la jeunesse qui vivent dans des quartiers et que, parce qu'ils vivent dans des quartiers, ils n'ont pas le droit à la même chance. Alors qu'ils ont fait les mêmes efforts, alors qu'ils ont les mêmes talents, mais parce qu'ils vivent dans les quartiers, ils n'ont pas le droit aux mêmes chances et aux mêmes réussites. Moi, je veux que pour tous les jeunes qui habitent dans ces quartiers et toute notre génération réunie, dans 10 ans, dans 20 ans, ou plutôt nos enfants, ils ne se disent pas, en fait, celui qui a réussi alors qu'il venait des quartiers, c'est un surhomme par rapport à un autre. Non, il faut que tout le monde ait exactement les mêmes chances de réussite. Moi, c'est ma lutte contre la discrimination à l'embauche, par exemple. On y reviendra. Sur le discours, moi, je ne suis pas forcément d'accord avec le sociologue Renaud Epstein qu'on vient d'entendre. Quand on entend hier des termes comme émancipation, retrouver sa dignité, intégration, est-ce que ce n'est pas une autre forme de stigmatisation des habitants des quartiers populaires? Objectivement, en fait, en politique publique, comme on dit, pour faire avancer les choses, moi je crois que fondamentalement, il faut d'abord nommer les choses. Alors après, on peut se tromper dans la façon qu'on a de nommer les choses. Ça peut être mal perçu, ça peut être parfois mal compris, mais il faut d'abord nommer les choses. Aujourd'hui, vous avez énormément de situations dans les quartiers où en fait, on nomme pas les choses. Et je vous prends un exemple, c'est pas vous d'ailleurs, mais beaucoup d'autres médias. Au lendemain de la sortie du rapport de Jean-Louis Borloo, il n'y avait que 2 sujets qui comptaient. C'était c'est combien d'argent et c'était c'est quoi la gouvernance, c'est-à-dire qui pilote le truc. C'était les 2 seuls sujets. J'exagère un peu, mais pas beaucoup. Un peu beaucoup quand même. Non, un peu, mais pas beaucoup. Et ce que je veux dire par là, c'est que tous les sujets que vous traitez, vous, au Bondi Blog tous les jours, montrent que les sujets
auxquelles on est confronté dans les quartiers, et vous le savez comme moi, ce n'est pas que des questions d'argent, ce n'est pas que des questions de savoir qui va piloter les politiques publiques, c'est de savoir concrètement, mais qu'est-ce qui va changer? Et donc, je reprends l'exemple des pédiatres dans les quartiers. Si vous ne dites pas, clairement, écoutez, il y a un scandale, il y a 5 fois moins de pédiatres dans les quartiers que sur le reste du territoire. Si vous ne le dites pas fortement, avec détermination, en fait, rien ne bouge. Une fois que vous avez nommé le problème, une fois que vous avez dit ça, c'est pas acceptable, à ce moment-là, vous pouvez beaucoup plus facilement déclencher la machine pour que la ministre de la Santé se dise effectivement, c'est intolérable. Que la caisse d'allocation familiale se dise effectivement, c'est intolérable, il faut aider. C'est le cas, par exemple, pour les crèches. Et donc, du coup, le constat étant fait sur les pédiatres et sur un certain nombre de professionnels de la santé dans les quartiers populaires, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez pris comme décision? Hier, en tout cas, le président de la République n'a pas parlé de ce sujet-là. Non, il n'a pas parlé de la santé. La santé, moi, ma conviction la plus profonde, c'est qu'il faut faire revenir des médecins dans les quartiers. Pour faire revenir les médecins dans les quartiers, moi, je me fonde sur ce qui marche le mieux, ce que j'ai pu voir marcher le mieux. Je vous donne un exemple qui, à mes yeux, est fondamental, qui se passe aussi à Grigny, d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle... Vous n'avez été qu'à Grigny, vous avez fait d'autres villes, j'espère, quand même. J'en ai fait beaucoup d'autres, mais il s'avère que voilà, j'ai peut-être le fil de ma pensée. Le plus frais. Le fil de ma pensée. C'est ce qu'on appelle les maisons de santé. Et c'est quoi les maisons de santé? C'est en fait de permettre aux médecins de se regrouper sur un même lieu, d'avoir... Et ce que je dis, c'est vrai dans les quartiers, mais c'est vrai dans beaucoup de territoires en France. C'est ce sentiment peut-être d'être seul quand vous êtes un jeune médecin et que vous allez vous installer sur un territoire. Encore une fois, c'est pas vrai que sur les quartiers, c'est vrai à peu près partout en France, dans ce qu'on appelle les déserts médicaux. D'accord, et donc quelle est la stratégie du gouvernement là-dessus? On a pris un engagement porté par Agnès Buzyn de doubler les maisons de santé à l'échelle du quinquennat. Avec quel budget? C'est les budgets de la ministre de la Santé. Vous savez, ce n'est pas les budgets, et fort heureusement, tous ces budgets-là, on parle des crèches, on parle de la santé, les 30 000 places en crèche, ce n'est pas des budgets que moi je porte sur le budget de mon ministère, et heureusement. Parce que si c'était le cas, ça voudrait dire que le seul gars qui s'occupe des quartiers dans le gouvernement, c'est Julien Denormandie. Il a beau avoir, en tout cas, j'ai beau dépenser tant d'énergie que je veux, si tout dépend de moi, on ne va pas y arriver. On ne va pas y arriver, vous savez pourquoi? Parce que vous avez un budget de 400 millions d'euros à l'année. Mais parce que là... politique de la ville. 400 millions d'euros, vous le divisez par le nombre d'habitants dans les quartiers populaires, ça fait 70 euros par an, par habitant. Mais attendez, mais là... C'est la raison pour laquelle il y a un certain nombre de problèmes qui se posent d'ordre budgétaire. C'est la raison aussi pour laquelle je vous pose cette question, puisque vous dites que finalement, le budget, ce n'est pas l'alpha et l'oméga, quand même. Mais parce que, en fait, il y a deux logiques. Alors, il y a une logique qui est de se dire, pour améliorer la situation dans les quartiers, on va prendre ce qu'on appelle une politique de la ville. Donc, on va dire au gars en charge, en l'occurrence moi, en charge de la politique de la ville, on va lui dire, dans ton budget, tu vas aller financer des crèches, tu vas aller financer des médecins, tu vas aller financer des lieux pour favoriser, par exemple, le numérique, etc., etc. Mais à la fin, c'est pas comme ça que ça doit marcher. Moi, mon boulot, c'est d'aller dire à tous mes collègues ministres, écoute, ce qu'on fait sur le doublement des classes en CP, dans toutes les zones dites REP+, mais c'est quelque chose qui est massif. C'est très certainement la meilleure mesure d'équité qui a été prise pour la formation depuis des années en faveur des quartiers. Mais ça, ce n'est pas mon budget qui le porte, c'est le budget de Jean-Michel Blanquer, mon collègue à l'éducation. Quand, sur la sécurité, Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, dit on aura 1300 policiers de plus dans 60 quartiers, 1300 pour les 60, d'ici 2020. Mais ce n'est pas mon budget qui le porte, c'est le budget du ministère de l'Intérieur. Et les crèches, pareil. Moi, mon boulot, c'est justement de dire, et c'est non seulement mon boulot, mais ma conviction, c'est qu'en fait, depuis des années, la politique de droit commun, celle qui consiste à dire chacun dans son domaine prend autant soin des quartiers que le reste du territoire, cette politique de droit commun, elle a reculé et on a laissé avancer uniquement la politique de la ville. Ça, c'est une erreur. Il faut qu'il y ait les deux, mais il ne faut pas qu'il y en ait une qui recule en défaveur de l'autre. Sur la question budgétaire, justement, et que fait-on de cet argent? Il y a une question qui vous est adressée directement par Renaud Epstein. Écoutez, c'est très rapide. Monsieur le ministre, allez-vous mettre en place un dispositif de géolocalisation des budgets publics? Pour clarifier le terme géolocalisation, Renaud Epstein vous demande en fait comment est-ce qu'on peut savoir précisément quels sont les budgets alloués à la politique de la ville et comment ils sont dépensés. En fait, mais c'est un peu dans la suite de ma réponse à l'instant. Moi, je pense que la bonne approche, c'est pas
évidemment, il a raison. Il faut toujours évaluer, se dire est-ce que ça a marché, est-ce que ça n'a pas marché. On sait bien que on finance certaines structures qui n'ont pas eu le résultat escompté. Mais ça, c'est vrai partout dans la vie, Oui. partout. Donc l'évaluation, elle est essentielle. Mais moi, je pense que vraiment le changement, et c'est ça le message du président de la République, et c'est ça l'instruction qu'il donne à tous ses ministres, c'est de se demander à la base, est-ce que la politique qu'on mène, elle est discriminante ou pas ? C'est ça véritablement le changement. Il faut, encore une fois, se dire le droit commun, c'est juste du bon sens, c'est juste l'égalité, c'est juste en fait notre devise nationale. C'est juste, pour moi, ce pourquoi je me suis engagé en politique, cette égalité, donner à chacun les mêmes chances de réussite, donner plus à ceux qui en ont le plus besoin. Sauf que et ça, ça doit partir d'en haut, ça doit faire en sorte... Sauf que c'est souvent pas le cas, malheureusement, et ça nous amène à la question de Rouliata, justement. Oui, un mot sur l'équité territoriale. Donc, le président de la République a indiqué être favorable à la création d'une instance de recours pour les élus comme pour les habitants. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur ce sujet ? Le point, c'est de se dire, le constat, c'est que vous n'avez pas les mêmes services publics partout sur le territoire. Oui. J'ai parlé des crèches, des médecins, c'est vrai pour les transports, c'est vrai aussi pour certains services comme la Poste, etc. L'éducation nationale. L'éducation nationale. Premier point. Deuxième point, nous, le gouvernement, on met le paquet. Je vous ai dit par exemple la mesure sur l'éducation nationale, ça n'avait jamais été fait, jamais. On va mettre le paquet également sur la formation professionnelle, qui pour moi est un enjeu fondamental. C'est 2 milliards d'euros qui, à l'échelle du quinquennat, vont être investis pour les jeunes et les personnes éloignées de l'emploi en formation professionnelle dans les quartiers. Tout ça, c'est ma responsabilité, enfin la responsabilité du gouvernement. Et après, il faut donner la possibilité aux citoyens de pouvoir saisir. Alors, est-ce que ça doit être une cour ? Est-ce que c'est une instance ? Est-ce que c'est quelque chose d'autre ? Mais au moins, avoir le sentiment de pouvoir dire, écoutez, moi, cette discrimination, cette inégalité, je la perçois encore. Tant que, partout sur le territoire, vous aurez des personnes, nos concitoyens, nous, qui diront, écoutez, moi, ma perception, c'est que véritablement, je n'ai pas les mêmes chances. C'est qu'au final, l'État, dans sa globalité, et je ne dis pas que tout ce qui a été fait par le passé était mal, et je ne dis pas que tout ce que nous, on fait aujourd'hui, c'est l'alpha et l'oméga, mais je dis qu'en tout cas, la responsabilité de tout homme politique, c'est de s'assurer qu'à la fin, ce sentiment d'inégalité, il puisse disparaître sur notre territoire. Sur la question de la discrimination à l'adresse, monsieur le ministre, mais c'est ça il y a une instance déjà qui permet de tout simplement faire défendre les droits des habitants. C'est le défenseur des droits qui a une compétence sur la question de la discrimination à l'adresse. Oui, mais ça, c'est pareil. Discrimination à l'adresse, pour moi, c'est un truc absolument incroyable. On a introduit dans la loi, il y a très peu de temps, le fait que l'adresse était un facteur reconnu de discrimination. On l'a introduit par la loi. Voilà. C'était une erreur ? C'était absolument pas une erreur. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'il faut aller plus loin. C'est pas parce qu'on s'est dit, tiens, on va mettre dans la loi le fait que discriminer par l'adresse, c'est interdit, que du jour au lendemain, tout va changer. Non, donc, absolument pas. Mais la question de Rouliata, c'était concrètement comment vous faites. C'est-à-dire que si moi, je suis habitante de n'importe quel quartier, j'ai envie d'avoir un recours, où je vais, à qui je m'adresse, etc. Pardon. Ça, on ne l'a pas encore mis en place. Ce que dit le président de la République hier, en parlant à Jean-Louis Borloo, c'est dire ce que Jean-Louis Borloo vous proposait, ça va vraiment dans le bon sens et il faut qu'on mette en place quelque chose de ce type. Après, on n'a pas encore déterminé si c'était une cour, comme le propose Jean-Louis Borloo, si c'était une autre structure, si c'était comme le défenseur des droits, justement, pour la discrimination. Et quel est le délai, du coup, de précision de ce dispositif, si ce dispositif voit le jour ? Le président de la République a renvoyé à juillet pour qu'on puisse faire une proposition concrète dessus. Mais encore une fois, vous voyez la différence entre... vous avez une personne, Jean-Louis Borloo, qui a fait un boulot remarquable, qui, 15 jours avant la prise de parole du président de la République, introduit cette nouvelle idée, qui est une idée, moi, sur laquelle j'avais beaucoup échangé avec Jean-Louis Borloo, qui est une idée que je trouve hyper intéressante. Vous ne pouvez pas demander au gouvernement, en l'espace de 15 jours, d'avoir inventé le système. Oui, il y a des chercheurs qui travaillent sur ces sujets depuis un certain nombre d'années, quand même. Renvoyer au mois de juillet pour trouver quelle était la meilleure des solutions, ça me paraît de bonne loi. Mais il y a une autre question qui se pose, c'est pourquoi demander aux habitants
et aux élus de faire des recours alors que c'est des besoins et des problèmes qu'on a déjà identifiés. Je prends par exemple le rapport qui doit être publié fin mai, La République en échec sur l'inefficacité des politiques publiques en Seine-Saint-Denis. Le constat est là, il y a moins de policiers, moins d'enseignants, moins de greffiers, moins de magistrats. Si on prend l'exemple de la justice, le tribunal d'instance d'Aubervilliers, il compte 2 magistrats et 11 agents de greffe, alors que celui du 18e arrondissement de Paris, qui couvre 13% d'habitants en moins, il a un effectif théorique de 4 magistrats et 12 agents de greffe. Pourquoi est-ce qu'on demande aux habitants de faire des recours alors que c'est des situations et des problèmes qui sont déjà identifiés ? Parce que moi, je crois fondamentalement, et je ne voudrais pas faire du plagiat à Mohamed Meshmash, mais moi, je crois fondamentalement au pass en nous. Je crois fondamentalement qu'une politique publique, ça doit partir à la base des habitants. Je vais vous donner un exemple hyper concret. Mohamed Meshmash et la coordination nationale Pass en nous ont été assez critiques sur l'élaboration des groupes de travail et de la méthode Macron sur les banlieues récemment. Et en même temps, je peux vous dire qu'on échange beaucoup. Je vais vous donner un exemple hyper concret. Moi, j'ai fait toute la campagne présidentielle. Je me suis engagé très tôt à En Marche, vraiment très tôt. J'étais un des tout premiers. Et à l'époque, on avait fait ce qu'on appelle une grande marche. C'est-à-dire qu'on est allé taper à près de 100 000 portes pour aller prendre les ressentis de tous les habitants partout sur le territoire. On avait tapé à 100 000 portes. Et à l'époque, on avait fait une restitution et on avait dit la priorité de ce quinquennat, on n'en aura qu'une, c'est l'égalité femmes-hommes. Et on est au mois de septembre 2016. Personne ne parle, et vérifiez, personne ne parle à l'époque de l'égalité femmes-hommes. Personne. On est bien loin des affaires Weinstein, on est bien loin du hashtag MeToo, etc. Personne n'en parle. On en fait la cause nationale du quinquennat, en disant on en aura une, c'est l'égalité femmes-hommes. Et pourquoi on le dit dès le mois de septembre ? Avec certains étonnements. Tout le monde trouve ça génial. Mais parce que quand vous alliez taper aux portes, vous aviez, par exemple, en région Île-de-France, à peu près 9 femmes sur 10 qui vous disaient « Moi, je ressens cette insécurité dans les transports en commun ». Et donc, on s'était dit, la perception, ce sur quoi nos concitoyens veulent qu'on mette le paquet, qu'on avance le plus, c'est ça. Et donc, on l'a fait. Et pour moi, pourquoi l'équité territoriale ou toute autre instance, peu importe. En gros, mon message, c'est dire, cette politique de la ville, elle va se faire. C'est Simone Veil qui était ministre de la ville à un moment et qui disait, la politique de la ville, ça ne peut pas se faire sans les habitants. Eh bien, elle a profondément raison. Il faut redonner la voix aux habitants. C'est très beau ce que vous dites, mais vous ne répondez pas du tout à la question. Qu'est-ce qui va se passer dans les territoires où il n'y aura pas de collectif d'habitants, où il n'y aura pas d'élus qui feront des recours dans cette cour ou dans cette instance ? Non, mais attendez, c'est pas parce que vous allez avoir un tel qui fait un recours dans tel territoire que du jour au lendemain, c'est ce territoire-là et pas les autres territoires. La question, c'est quoi ? C'est de se dire comment vous donnez une instance de dialogue et de remontée d'informations par les habitants pour que les habitants s'expriment. Il y a, prenez, et vous les connaissez, les conseils citoyens, par exemple. Les conseils citoyens, moi, j'ai beaucoup bossé avec eux. J'en ai réuni beaucoup. Les conseils citoyens, ils vous disent toujours la même chose. Aujourd'hui, on se sent inutile. C'est ça le véritable problème. Les conseils citoyens, on voit bien qu'au début, vous en aviez, mais il y avait des milliers de personnes qui rejoignaient les conseils citoyens. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins. Vous preniez par exemple les conseils citoyens en amont de la rénovation urbaine. Vous aviez des gens qui se réunissaient, qui croyaient, qui disaient « mais attendez, moi je veux faire avancer mon quartier dans tel ou tel sens ». Et bien après, ça remontait, on n'en faisait rien. C'était en fait un sentiment d'inutilité le plus tragique parce que vous aviez des gens qui s'étaient mobilisés et qui à la fin avaient le sentiment qu'on n'en faisait rien. Bon, eh bien, ce que propose Jean-Louis Borloo, et ce que moi je crois profondément en ça, la politique de la ville, elle doit se faire avec les habitants. Mais on n'a quasiment pas entendu ça hier, par exemple, de la part du président de la République. Vous rigolez, c'est le sous-jacent, c'est un sous-jacent énorme de son discours. Non, mais à un moment, si les mots ne sont pas prononcés, ça n'existe pas. Je suis hier, ravi si vous le président de la République n'a quasiment mais... pas parlé des conseils citoyens. Non, mais attendez, je suis ravi si vous me trouvez plus clair que le président de la République. C'est pas ce que je suis en train de dire, juste que ça n'existait pas hier. En tout cas, je peux vous le garantir, c'est le sens quand... Aujourd'hui, vous savez ce qu'on appelle cette horizontalité. Avant, je vais vous le dire autrement. Avant la réunion avec les 600 personnes hier à l'Élysée, le président de la République a réuni ce qu'on appelle un conseil présidentiel des villes. Il y avait à peu près 25 acteurs qui étaient des étudiants, des universitaires, des responsables d'associations, Mohamed Meshmash par exemple, où justement toute la parole était de se dire comment on construit la chose ensemble, comment on fait justement on évite de faire le pass en nous,
Je ne sais pas comment le dire mieux. On arrête de faire le pas sans nous. On arrête de le faire. On arrête de se dire, moi, parce que je suis Julien de Normandie, parce que je suis secrétaire d'État à la cohésion des territoires, où d'ailleurs personne ne comprend ce que ça veut dire, parce que j'aurais décidé dans une loi de passer tel ou tel truc, après, ça va s'améliorer. Non, c'est pas vrai. Moi, ce dont je suis le plus fier, et je vous le dis, mais encore une fois, avec beaucoup de sincérité, très rapidement, ce dont je suis le plus fier depuis un an, c'est qu'on a recréé une dynamique. On a mis autour de la table des dizaines, des centaines de personnes. On a essayé de trouver des solutions concrètes. Le stage de troisième, moi, je ne supporte pas quand je vois aujourd'hui des dépêches ou autres en disant qu'est-ce que c'est que ce gadget des stages de troisième. Franchement, quand vous êtes avec une association de mamans, à chaque fois, elle vous parle du stage de troisième. De mère de famille. De mère de famille, mais pour ne pas confondre avec les mères. À chaque fois, elle vous parle du stage de troisième. Mais le stage de troisième, c'est quand même un truc de dingue. Ça a été inventé il y a plus de 10 ans. Sur une politique qui se voulait égalitaire en termes d'éducation nationale. Et aujourd'hui, tous les plus défavorisés n'ont pas accès tout simplement parce qu'ils n'ont pas le réseau. Voilà. Et ça nous amène justement directement au thème de l'éducation. Et la première question est signée Sarah Smail et c'est justement sur les stages. Oui, voilà, tout à fait. Donc, sur la question des stages, le président a annoncé qu'il y aurait des bourses de stage d'ici septembre, donc 30 000 bourses en tout, 15 000 venant de l'État, 15 000 venant d'entreprises, pour les collégiens de 3e dans les quartiers prioritaires. Et c'est l'annonce éducation donc, qui a été faite hier. Et la question, c'est pourquoi est-ce que, justement, on concentre toute la problématique sur ce stage de 3e, sachant qu'il y a beaucoup d'autres difficultés que les collégiens et les élèves en général de ces quartiers ont tout au long de leur scolarité, et pas seulement à ce moment-là. Mais parce que hier, encore une fois, je suis désolé, mais la première action la plus forte qu'on prend durant ce début de quinquennat, la plus forte qu'on prend, c'est de dédoubler les classes de CP dans les zones, et CE1 dans les zones dites REP+. Dès la rentrée dernière, je veux dire, Emmanuel Macron arrive en mai, dès la rentrée de septembre, les CP sont dédoublés dans toutes les zones REP+. Ça, c'est la mesure phare mais attendez, c'est la mesure phare. C'est juste tous les membres du gouvernement répètent à l'envie, et c'est très bien. C'est pas répète à l'envie. Et les enseignants et les personnels de l'éducation disent que c'est une bonne chose, mais on voit plutôt, surtout, les 4 années à venir du mandat d'Emmanuel Macron. C'est ensuite, qu'est-ce qu'on fait d'autre ? Non, mais parce que vous dites l'éducation se résumerait à ça. Cette mesure, elle est juste essentielle. Elle est faite. Ce que dit le président de la République hier, c'est que l'année suivante, la prochaine rentrée, il faut le faire sur les CE1. Et puis, il faut étendre des REP+. Ça avait déjà été annoncé, oui, rien de nouveau. On parle des stages maintenant. Je veux dire, là, je réponds à votre interrogation, stratégie ville, confère la page du Bondi Blog, aucune. Bon. Deuxième point, vous avez ensuite le parcours au sein de l'éducation. Et là, vous avez le moment du stage de troisième. Le moment du stage de troisième, pourquoi c'est hyper important ? Moi, je suis convaincu que ce qu'il faut recréer, c'est le réseau. Et ce n'est pas un gros mot de dire ça. Il faut créer du réseau. Parce que la vie est faite de rencontres. Parce que moi, un jour, il s'avère que j'ai rencontré un tel qui m'a dit, qui m'a donné envie de m'engager dans ce que je fais aujourd'hui, etc., etc. La vie est faite de rencontres. Il faut recréer ce réseau. Il ne faut pas que le réseau il se cantonne aux bornes du quartier. Le stage du troisième, il concourt. Mais je vais jusqu'au bout. Très rapidement, oui. Après, le président de la République le dit aussi hier. Il y a la question de l'apprentissage. L'apprentissage, on est en train de faire une réforme du début à la fin de l'apprentissage. On est en train de modifier le volet d'apprentissage. Il le dit hier. Qui va généraliser ce qu'on appelle des prépas apprentissage pour favoriser l'accès à l'apprentissage des jeunes des quartiers. Parce qu'aujourd'hui, vous avez 2 fois moins de jeunes dans les apprentis qui viennent des quartiers qui viennent des autres territoires. C'est là aussi un truc de dingue. Ensuite, il parle de la formation professionnelle. Formation professionnelle, c'est juste 15 milliards d'euros qu'on met sur le quinquennat, dont 2 milliards d'euros fléchés sur les quartiers de la ville. Non, mais ce que je veux dire... Monsieur de Normandie, ce qu'on dit, c'est que hier, c'était censé être l'événement phare sur la question des banlieues. Or, moi, j'y étais. J'avais l'impression plutôt d'un meeting de campagne où, en fait, on dit plutôt ce qu'on va essayer de faire, on va tenter de faire, alors que l'urgence aujourd'hui dans les quartiers populaires, c'est de régler un certain nombre de problèmes. Sur la question de l'éducation, je voulais justement vous montrer quelque chose. Au Bondi Blog, depuis maintenant à peu près 1 an, on documente via une carte participative la question des difficultés dans l'éducation nationale, notamment en Seine-Saint-Denis. Et il s'avère que depuis maintenant 1 an, on enquête, on fait des reportages sur maintenant, je crois, aux alentours d'une quinzaine d'établissements scolaires, une vingtaine, de villes où il y a des problèmes de violence, des problèmes d'infrastructures non adaptées, des élèves qui parfois ont cours en hiver sans chauffage, des élèves qui parfois souvent même n'ont pas de professeurs remplacés en Seine-Saint-Denis. Et ça arrive dans un certain nombre d'établissements pas très loin de Bondy, là où nous sommes. Ce qu'on dit, c'est que
hier, c'était le moment phare pour que le président de la République puisse apporter des mesures concrètes et des réponses concrètes à ces sujets-là, qui sont des sujets du quotidien. Or, il n'y a eu absolument rien à ce sujet, qui est juste essentiel. Enfin, le président de la République, il a parlé 1h30. Alors, il aurait pu parler 3 heures. C'est une possibilité. Hein. Tout ce que je viens de vous dire sur l'éducation nationale, c'est que des choses, soit qui ont été redites par le président de la République, soit qui sont au cœur de tout le projet qu'on est en train de faire. Donc on peut se dire que l'alpha et l'oméga, c'était la déclaration du président de la République hier, qui, d'un coup d'un seul, va faire pendant 3 heures le descriptif de tout ce qu'on fait, secteur par secteur, quartier par quartier. Enfin, on n'était pas sorti du palais des lycées. L'éducation nationale, c'est la base. Mais attendez, l'éducation nationale, je viens de vous dire précisément tout ce qu'on est en train de faire et tout ce qu'on va faire. En termes de nouveautés, il n'y a que les stages. Est-ce que vous voulez dire, en fait, Sarah Smail, c'est que est-ce qu'on peut faire une politique publique autour d'un totem ? Mais non, mais moi j'ai ni totem ni rien. J'ai juste un truc, c'est est-ce que les mesures qu'on prend, elles vont dans le bon sens et est-ce qu'on les prend bien, est-ce que ça marche ? Sur l'éducation nationale, je viens de vous répondre très précisément sur la petite enfance, et de la petite enfance, ça départ dès la crèche. Il a rappelé également le fait qu'on rendait obligatoire l'école à partir de 3 ans. C'est pas un sujet neutre. Sur la question des crèches, peut-être justement une petite précision, juste sur les crèches, parce que c'est important. Mais moi, vraiment, permettez-moi d'insister. Une toute petite précision, monsieur Denormandie, parce que vous avez commencé à aborder les crèches, et justement, Rougatta avait une question à ce sujet. Oui, j'avais une question, parce que le président de la République a annoncé une aide, donc vous le rappeliez tout à l'heure, de 1 000 € par place de crèche dans les quartiers. C'est un montant qui est plutôt faible, puisque selon le Haut Conseil de la famille, le coût de construction d'une place en crèche est estimé à plus de 30 000 €. Comment est-ce qu'on peut vraiment inciter la création de nouvelles places dans les quartiers populaires, surtout que c'est des endroits où les mères de famille sont freinées dans leur parcours professionnel si elles n'ont pas la possibilité d'avoir des places pour leurs enfants. Là, vous évoquez un point hyper précis. En fait, on essaie. C'est moins de... Oui, mais vous le faites à chaque fois d'ailleurs. C'est moins de 30 000 €. Les places de crèche sont financées par un truc qui s'appelle la CAF. Et cette CAF, elle a des plans de financement et en fait est répartie dans le financement d'une crèche, est réparti ce que apporte la CAF, ce que apportent les municipalités, qui sont extrêmement actives également pour le financement des crèches. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que ce qui empêche d'ouvrir plus de crèches dans les quartiers prioritaires de la ville, c'est qu'il manque environ 1 000 € pour faire en sorte qu'à la fin, l'équation elle soit équilibrée. C'est pas que l'État, c'est aussi les municipalités. Et il manque ce coup de pouce. C'est pour ça qu'on parle du 1 000 €. Et donc, il ne faut pas le comparer avec le 30 000 € ou avec d'autres chiffres. Il y a d'autres évaluations. Mais comment expliquer qu'il manque quasiment un peu plus de 200 000 places en crèche chaque année dans ce pays ? Parce qu'il manque 2 choses. Il manque 2 choses. La première chose qui manque, c'est... ce qui a manqué, c'est la volonté politique. C'est la vraie question. Je veux dire, nous, ça fait 1 an qu'on est là. Je rappelle juste. La vraie question, c'est pourquoi aujourd'hui on est dans cette situation ? Pourquoi aujourd'hui, il y a 5 fois moins de crèches dans les... Enfin, Emmanuel Macron, il était à Bercy quand même. Il n'est pas arrivé de nulle part. Okay. Hein, mais j'étais aussi à Bercy et je peux vous dire qu'il y avait aussi d'autres sujets dont il s'occupait. Bien sûr. Mais la vraie question, c'est pourquoi on en est arrivé là. Et aujourd'hui, il y a 2 choses qu'il faut faire. Un, c'est la volonté forte politique de dire c'est inacceptable, donc on prend les mesures. C'est ce qu'on fait. Et deuxièmement, c'est de se dire quel est le verrou ou quel est le coup de pouce qui permet justement de changer la donne. C'est de se dire quand on ouvre une crèche dans un quartier, on donne ce coup de pouce financier qui permet d'équilibrer l'équation et donc de faire en sorte qu'on puisse le faire après. Et pour justement le plan de financement 2018-2022 sur les crèches, très rapidement, là, il va être signé très vite parce que c'est ce qui manque aujourd'hui pour relancer la machine de création de crèches. En fait, le plan de financement dépend de ce qu'on appelle le contrat d'objectifs et de moyens de la CAF. Et les discussions, ça ne concerne pas que les crèches. Et c'est quelque chose que gère ma collègue Agnès Buzyn. Aux dernières nouvelles, elle était en train de le finaliser, mais je ne suis pas au jour le jour dans la discussion, donc je ne pourrais pas vous donner la date exacte. On a parlé emploi tout à l'heure, une question de Sarah Smail sur justement la question de la lutte contre les discriminations. Avec la nouvelle campagne de testing qui a été annoncée par le président de la République. Tout à fait. Donc pour lutter contre les discriminations, le président a annoncé une nouvelle campagne de testing. Donc ce serait une campagne de plus, donc ça sera loin d'être la première. Et la dernière avait été réalisée d'ailleurs en avril 2016 par le ministère du Travail. Et le président était donc ministre de l'économie à cette époque-là. Le coût de la campagne pour les finances publiques était de 200 000 €. Et quel est l'intérêt, vu qu'on sait, le constat est déjà connu sur la discrimination, quel est l'intérêt de faire encore une campagne de testing ?
Alors, c'est objectivement une très très bonne question. Mais je dis ça sans flagornerie aucune, juste parce que moi, je me suis beaucoup posé la question de savoir est-ce que c'était bien ou pas de faire ça. Beaucoup. Et pour tout vous dire, moi, je crois profondément à ça, aujourd'hui. Profondément. Au fait qu'il faille faire du testing, il faut faire ce qu'on appelle du name and shame, c'est-à-dire on teste, et ceux qui sont mauvais élèves, on donne leur nom. C'est-à-dire qu'on a besoin de savoir aujourd'hui, en 2018, Exactement. si les Arabes et les Noirs de ce pays sont discriminés à l'embauche. Non, c'est pas ça qu'on dit. C'est ce qu'on vient de dire, nous, en tout cas. C'est la question qu'on vous pose. Attendez, je peux vous dire que l'un, si ce n'est mon plus grand combat, c'est cette discrimination à l'embauche qui est juste une trahison républicaine. Parce que la discrimination, tout le monde la connaît. Ce qu'on dit moi aussi, c'est que plus vous êtes diplômé, plus la discrimination est forte. Prenez des associations incroyables comme NQT, avec qui on est en train de faire x4 dans leur activité. Ils vont passer à 100 000 parrainages parce qu'eux, ils sont concentrés uniquement sur la lutte contre cette discrimination à l'embauche. Plus vous êtes diplômé, plus vous êtes discriminé. Une trahison de la promesse républicaine. C'est insupportable. Après, la question, c'est comment vous faites. On pourra parler des emplois francs, on pourra parler de plein d'autres choses. Là, vous m'interrogez sur le testing. Moi, le testing, aujourd'hui, je suis convaincu que c'est une bonne chose. Je vais vous donner mon retour d'expérience. J'ai réuni les entreprises, toutes les entreprises qui avaient fait l'objet du testing en 2016. Combien ? Alors, il y avait une quarantaine. En fait, plus précisément, j'ai réuni des entreprises qui avaient fait l'objet de mauvais résultats au testing de 2016. Donc une quarantaine au total. Un tout petit peu moins d'une quarantaine. Et leur retour d'expérience, il est hyper éclairant. Il y en a beaucoup, pas toutes, mais beaucoup, qui vous disaient écoutez, en fait, moi, ce testing, ça a été la possibilité de me rendre compte que, en fait, dans mon process, j'étais discriminant. Il y en a beaucoup de ces entreprises parce qu'elles sont internationales, parce qu'elles font, vous savez, ce qu'on appelle du retail, c'est-à-dire du commerce de proximité. Elles étaient persuadées, mais d'elles-mêmes, et je crois, certaines de bonne foi, pas toutes, et vraiment, je dis ça sans complaisance aucune, parce que moi, je suis le premier à dire, quand on fait mal le job, il faut le dire. On nomme et on le nomme publiquement. Mais il y en a beaucoup qui, depuis ce testing de 2016, ont fait en leur sein de l'auto-testing. Il y en a même une qui a repris exactement la même boîte qui avait fait le testing de 2016 et qui, depuis, fait le test chaque année en son sein. Il y en a d'autres qui me disaient, en fait, c'est devenu une stratégie de notre groupe. On a réussi à créer une énergie au sein de notre groupe en disant, mais c'est vrai, cette discrimination, elle existe. Il y en a plein qui se disent, mais attendez, mais c'est pareil que les stages de troisième. Je veux dire, stage de troisième, quelle entreprise aujourd'hui se dit non, je ne suis pas discriminante dans les stages de troisième. Stage de troisième, c'est que du réseau. C'est votre neveu, votre nièce, etc. C'est que du réseau. Et pour moi, ce testing, c'est non seulement une nécessité, parce qu'il faut lutter par tous les moyens, je dis bien par tous les moyens contre cette discrimination. Et en plus, je crois que ça a une vertu, c'est que quand vous indiquez aux gens, regardez à quoi vous ressemblez dans ce miroir, à ce moment-là, ça peut faire changer des mentalités. Et après, il faut aller beaucoup plus loin. Pour moi, véritablement, il y a un enjeu qui est majeur, c'est pas que la discrimination à l'embauche. L'autre discrimination qui est insupportable, c'est la discrimination au sein de l'entreprise. C'est quand, aujourd'hui, vous êtes embauché sur l'ascenseur social. C'est ce fameux plafond de verre. Ce plafond de verre, c'est quelque chose d'inadmissible. Mais sur la question des entreprises, de la quarantaine d'entreprises qui avaient été testées sur la campagne de testing en avril 2016 par le ministère du Travail, puisque vous les avez retrouvées, est-ce qu'il serait possible, par exemple, d'avoir les noms des mauvais acteurs, ceux qui discriminent À l'époque, en 2016, il y en a deux qui avaient été rendus publics, qui étaient Accor et Courte Paille. Ouais. Et ces deux-là, moi je vous invite à échanger avec eux, parce que vous verrez la politique que je salue, qu'elles ont mis en place depuis lors. Invitez-les, discutez-en avec eux, avec elles. C'est incroyablement intéressant. Il y en a un, le groupe Accor, et de manière très légitime, il disait, mais attendez, moi je suis un groupe international, j'ai des employés dans tous les pays, je suis international, il n'y a aucune raison que je sois discriminant. Et en fait, ce testing, eux, ils l'ont fait, et ils le mettent aujourd'hui. Ils ont un comportement, mais incroyablement vertueux, pour lutter à bras-le-corps, et je salue leur action contre cette discrimination. Courte Paille, elle en a fait un projet d'entreprise. Et donc l'idée avec cette nouvelle campagne de testing, ce serait de pouvoir rendre public les noms, c'est ce qu'a dit le président de la République, les noms des entreprises qui discriminent. Ça sera fait du coup. Oui, oui, mais il faut. Il faut lutter absolument contre toutes ces discriminations à l'embauche. Moi, ça me paraît essentiel. On va passer à un autre thème. On a abordé en tout début d'émission la question de la rénovation urbaine, mais il y a surtout celle des fameuses copropriétés dégradées dont a parlé le président de la République hier. Et c'est une question de Sarah Smail.
Oui, donc pour la question des copropriétés, on en compte 100 000 copropriétés dégradées en 2015, ce qui représente 15% du parc. Et le président a annoncé donc la rénovation d'une dizaine de copropriétés à venir. Et on se demandait quels critères allaient être utilisés pour sélectionner cette dizaine de copropriétés. En fait, la copropriété dégradée, c'est là aussi un sujet, mais qui est central parce que vous avez aujourd'hui dans beaucoup de quartiers des copropriétés qu'on laisse se mettre en place. Et il y en a beaucoup qui aujourd'hui ne font pas l'objet de la rénovation qu'il faudrait faire. Alors là, vous avez deux stratégies. Pareil, la stratégie qui aujourd'hui existe, c'est par la loi, on a créé plein de dispositifs. Des trucs, je vous ai parlé de nom, ça s'appelle les ORCODIN, trucs incroyables. Bon, je ne dis pas qu'ils ne sont pas bien, et d'ailleurs, il faut les renforcer. Et là, je suis en train de présenter un projet de loi logement, on est en train de les renforcer. Mais de la même manière que je vous disais qu'il y a un changement de méthode, qu'est-ce qu'on a fait depuis 6 mois ? On a demandé à tous nos préfets, qui sont nos représentants sur le terrain, d'aller identifier toutes les copros dégradées, toutes celles qui sont le plus en risque aujourd'hui, toutes. Le travail de remontée est en cours. Devant chacune de ces copros, on est en train de nommer un chef de projet, en disant « Monsieur ou Madame Untel, vous dépendez de telle structure ». Alors vous avez plein d'agences, en plus de l'État, qui font de la rénovation urbaine. Vous avez l'ANRU, celle qui fait la rénovation urbaine. Vous avez l'ANA qui fait l'amélioration de l'habitation. Vous avez d'autres structures qui s'appellent les EPF. Vous en avez plein. Et donc, avant, chacun se disait, est-ce que c'est toi, est-ce que c'est moi Bon, moi, je prends le problème à bras-le-corps. On est en train de nous faire remonter toutes les copros dégradées. Devant chacune de ces copros, on met un chef de projet avec la même logique que j'évoquais tout à l'heure. Quand est-ce qu'on lance les projets ? Quand est-ce que la fin et l'amélioration de la copro sera mise en œuvre ? Et donc, sur la dizaine de copropriétés rénovées, pardon, mais j'insiste parce que vous ne répondez pas à la question, comment le président de la République, comment le gouvernement va choisir tout simplement cette dizaine sur les 100 000 copropriétés qui existent aujourd'hui ? C'est par cette remontée d'informations qu'on est en train de faire par tous les préfets qui sont en train de nous dire, département par département, quartier par quartier, quels sont les cas les plus critiques du moment. On a par exemple beaucoup travaillé sur un cas à Marseille il y a quelques semaines, etc., etc. Une approche terrain, je veux dire, ça remonte du terrain et à ce moment-là, vous choisissez dans l'urgence celles qui doivent être traitées en premier. À ce sujet, la maire d'Aubervilliers, Myriam Derkewi, que vous connaissez peut-être, a une question à vous poser. Écoutez. Que comptez-vous faire pour apporter le soutien tant attendu, quand je dis un soutien, études, sauvegarde, réhabilitation des copropriétés dégradées dans nos communes, c'est un véritable fléau. Et j'entends par ailleurs que les logements sociaux, au niveau notamment des offices publics de l'habitat, il y aurait une vente à la découpe. J'attire votre attention, je vous alerte, Monsieur le Ministre, sur les dangers qui encourent cette procédure. Nous aurons dans le futur d'autres copropriétés dégradées, puisque nous allons avoir des habitants qui n'ont pas les moyens de s'en sortir, de faire face aux charges de copropriété, et donc qui vont laisser à la fois ces copropriétés se dégrader comme c'est le cas aujourd'hui, et nous n'avons pas de solution à part de dire dans 10 ans, dans 15 ans, le plan de sauvegarde, mais aussi nous contribuons sans le vouloir à les surendetter. Donc quelle est votre solution par rapport à cette situation ? Très rapidement, Monsieur le Ministre, si vous avez une réponse à donner à Madame Derkewi. Mais non, encore une fois, moi je crois profondément à une approche projet par projet. Dans certains cas, la réponse, ça passe par l'ANRU qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire que l'ANRU, dans le cadre de la rénovation urbaine, doit prendre en compte la lutte contre la copro dégradée et apporter les financements pour répondre précisément à la question. Dans d'autres cas, la copro dégradée résulte d'une autre logique, tout simplement parce que vous n'avez pas forcément le même degré d'indécence, comme on dit, c'est-à-dire la même dégradation. Et là, vous pouvez avoir d'autres intervenants, comme par exemple l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, qui apporte d'autres solutions de l'amélioration de l'habitat, qui apporte d'autres situations de financement. Ça dépend, c'est du projet par projet, il faut le faire dans la dentelle.
Mais à chaque fois, moi, vous avez vu mon approche, c'est de se dire, je n'ai pas une réponse dogmatique. Je ne vous dis pas que le meilleur truc, ce serait de créer une agence de lutte contre la copro dégradée. Ce n'est pas vrai. Si ça marchait, ça se serait. Par contre, ce que je vous dis, c'est on prend les cas les uns après les autres et avec les outils existants, on en a déjà plein, mais plein, eh ben, on fait en sorte que le dossier avance. Dernière question, et c'est Rouguetta Sall qui vous la pose. Oui, une question sur les associations. Bon, on n'a pas le temps de revenir sur la baisse drastique des contrats aidés qui fragilise énormément le tissu associatif dans les quartiers. Mais le président de la République a annoncé que les associations n'auraient plus à avoir recours à ce qu'on appelle l'appel à projet. Et du coup, concrètement, comment va se passer le financement des associations? Aujourd'hui, le financement des associations, quand c'est financé par l'État, on met beaucoup d'argent en fait dans le financement des associations. L'État a créé une machine qui consiste à dire, quel que soit le montant, vous passez un appel à projet. Et donc, si vous êtes une appelée petite association, mais petite par la taille simplement, vous devez passer par les mêmes fourches codines d'un appel à projet, un truc incroyablement complexe. Donc, ce qu'on dit, c'est que en fonction de la taille des associations, il faut arrêter de passer toujours sur ces appels à projets, mais que de temps en temps, moi, je puisse financer en direct certaines associations, avec l'évaluation que vous évoquiez tout à l'heure, qui est essentielle, avec un certain nombre de critères. Mais arrêtez de dire à toutes les associations... Quels critères c'est l'utilisation des fonds, c'est essentiel. Pourquoi faire? L'impact social, l'impact si c'est une association, par exemple, qui travaille sur l'insertion, l'impact en termes de réussite, son positionnement dans le quartier. Mais comment vous allez définir celles qui pourront avoir un financement pérenne, ou en tout cas avec une visibilité, par exemple, à 3 ans? On sait que le commissariat, par exemple, fait des conventions sur 3 ans. Et celles qui vont être financées à projet. Comment vous ferez la différence? Parce que j'imagine qu'un certain nombre d'associations vont être demandeuses, et c'est d'ailleurs une demande qui a été faite par les associations, d'avoir un financement pérenne. Comment vous faites la différence? En fait, je vais inverser la logique. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on s'est rendu compte que faire que de l'appel à projet, ça bénéficiait à la fin que aux grosses assos. Et oui, celles qui ont les moyens administratifs. Exactement. Moyens, celles qui savaient à chaque fois répondre à l'appel à projet. Donc, je vais inverser votre question. En fait, moi, à la fin, ce que je cherche à faire en allant justement, c'est une idée de Jean-Louis Borloo aussi dans son rapport. C'est une demande des associations depuis des années. C'est une des mesures qu'il propose, c'est de se dire comment vous faites pour celles qui aujourd'hui, en fait, sont évincées des financements parce que c'est trop compliqué, on puisse avoir ce dialogue en direct avec des critères, avec une évaluation, mais qui nous permettent de les financer. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. D'avoir répondu à nos questions.